Intéressons-nous maintenant à une partie de l'ensemble des nombres complexes. Cette partie sera notée U, avec une double barre, comme dans l'écriture de l'ensemble des nombres réels ou des entiers. Cette partie est l'ensemble des nombres complexes de module 1. Cet ensemble a les propriétés suivantes. Elle contient 1. Deuxièmement, si nous prenons deux éléments Z et Z' dans U, alors leur produit est encore dans U. Et enfin, pour tout élément Z dans U, Z ne peut pas être nul, et 1 sur Z est aussi dans U. En algèbre, lorsqu'une partie de C vérifie ses propriétés, on dit qu'il s'agit d'un groupe. Cette notion de groupe sera revue plus en détail dans un chapitre futur. Pour l'instant, nous n'en avons pas vraiment besoin, mais cela justifie le titre de ce paragraphe, lorsque nous parlons du groupe U des nombres complexes de module 1. La démonstration de ces 3 points est tout à fait directe et simple. Par exemple, pour le second point, il suffit d'utiliser le fait que le module d'un produit est égal au produit des modules. Donc si Z et Z' sont dans U, leur module est égal à 1, donc le module de Z fois Z' est égal à 1 fois 1. Et donc Z fois Z' appartient bien à U. Si dans le plan nous traçons l'ensemble des images de tous les points de U, nous obtenons le cercle trigonométrique centré en 0 et de rayon 1. À l'intersection de ce cercle et des deux axes, nous obtenons 4 complexes particuliers, 1, I, moins 1 et moins I. Nous allons voir que cet ensemble U est important dans l'étude de l'ensemble des nombres complexes. En particulier, il est très lié à l'objet que nous allons définir maintenant, qui est l'exponentielle complexe. Nous donnerons un peu plus tard la définition générale de l'exponentielle complexe. En voici en attendant la première partie, l'exponentielle complexe de iθ lorsque θ est un réel, donc l'exponentielle complexe d'un nombre imaginaire pur. Ce nombre est défini directement de la manière suivante, exponentielle de iθ est égale à cosinus θ plus i sinus θ. Elle se note de la manière suivante, e exposant iθ. Attention, ce e exposant iθ n'est qu'une notation. Il ne signifie absolument pas que nous mettons e à la puissance iθ, ce qui n'aurait aucun sens. D'ailleurs, nous ne savons toujours pas qui est e, nous y reviendrons un peu plus tard. En tout cas, si cette notation a été adoptée, c'est parce que nous allons voir que cette exponentielle complexe présente des propriétés tout à fait analogues aux propriétés des puissances avec des réels. Alors si nous utilisons que cosinus carré θ plus sinus carré θ est égal à 1, nous voyons que, en plaçant cos θ en abscisse et sinus θ en ordonnée, l'image de l'exponentielle iθ se trouve sur U, sur le cercle trigo, à cet endroit. Et si nous traçons le rayon qui va de l'origine jusqu'à EIθ, alors la demi-droite orientée de 0 vers EIθ forme avec la demi-droite horizontale qui consiste en les points d'abscisse positive et d'ordonnée nulle, forme un angle θ. Commençons maintenant à étudier les différentes propriétés de cette exponentielle de iθ. Premier résultat, les formules d'Euler. Pour tout état dans R, cosinus θ est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2, et sinus θ est égal à exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Attention de ne pas oublier le i au dénominateur. Nous voyons que ces formules ressemblent tout à fait à ces deux formules-là. Z plus z bar sur 2 est égal à la partie réelle de z, et z moins z bar sur 2i est égal à la partie imaginaire de z. Alors évidemment, nous n'avons pas encore démontré, nous allons le faire dans 2 minutes, que EIθ, le tout bar, est égal à exponentielle moins iθ. Si nous le savions, nous pourrions utiliser directement ces deux formules. Nous allons pour l'instant faire autrement. Tout simplement, nous allons calculer EIθ plus E moins iθ sur 2, qui est donc égal à la quantité cos θ plus I sinus θ plus cosinus de moins θ plus I sinus de moins θ. Or, nous savons que la fonction cosinus est paire, donc cosinus moins θ est égal à cos θ, et la fonction sinus, elle, est impaire, donc sinus θ est égal à moins sinus de moins θ. Donc, il ne faut pas que j'oublie mon 1/2. Donc, nous avons 2 fois cosinus θ dans l'expression précédente, et les sinus θ s'annulent. Comme tout est multiplié par 1/2, nous obtenons bien
cosinus θ. La deuxième formule se montre de manière totalement analogue et je ne la fais pas. Pour revenir d'ailleurs sur le fait que cos θ est égal à la partie réelle de eiθ, eh bien nous le voyons tout à fait sur ce schéma à gauche, puisque nous voyons que l'abscisse de exponentielle iθ est égale à cos θ, et la partie imaginaire, donc l'ordonnée, est égale à sinus θ, ce qui est également direct d'après la définition de l'exponentielle iθ. Ensuite, dans le théorème 2.1.5, nous avons un résultat fondamental qui est le premier résultat. Quel que soit θ et θ' dans R, l'exponentielle de iθ plus θ' est égale à exponentielle iθ multipliée par exponentielle iθ'. Ce résultat, comme vous le voyez, est analogue à la propriété des exponentielles ainsi que des fonctions puissance parmi les réels. C'est pourquoi l'exponentielle complexe se note comme un e exponentielle iθ. Deuxièmement, nous l'avons déjà un peu tourné autour du pot précédemment, exponentielle de I0 est égale à 1, ce qui sera très simple à démontrer, et pour tout θ dans R, exponentielle de moins iθ, c'est 1 sur exponentielle iθ, mais c'est aussi égal au conjugué de exponentielle iθ. Et enfin, exponentielle iθ est dans U. Alors, exponentielle eiθ appartient à U, nous l'avons déjà représenté graphiquement. Nous pouvons également représenter graphiquement que exponentielle moins iθ est le conjugué de exponentielle iθ de la manière suivante. Si je reprends le graphe de la page de gauche, si je prends une demi-droite qui forme un angle de moins θ avec le demi-axe des abscisses orienté positivement, donc ici nous avons un angle de moins θ, alors à l'intersection de cette demi-droite et de l'ensemble U, nous avons par définition exponentielle moins iθ, et nous remarquons que ce point est bien le symétrique par rapport à l'axe des abscisses d'exponentielle iθ, c'est donc bien son conjugué. Exponentielle moins iθ est égal au conjugué de exponentielle iθ. En ce qui concerne la démonstration, commençons par le premier point, et regardons qu'il existe un lien très fort entre cette formule et les formules de trigonométrie. En fait, c'est plus qu'un lien très fort, cette formule et les formules de trigonométrie concernant le cosinus et le sinus sont tout simplement équivalentes. Donc, regardons à quoi est égale l'exponentielle de iθ plus θ'. Par définition, ce complexe est égal à cosinus de θ plus θ' plus i sinus de θ plus θ'. D'autre part, développons le produit exponentielle iθ fois exponentielle iθ'. Nous obtenons donc, sous forme algébrique, le produit de deux complexes. Et nous savons développer ce produit. Nous obtenons en partie réelle le produit des deux parties réelles, donc cosinus θ fois cosinus θ', moins le produit des parties imaginaires, c'est-à-dire moins sinus θ fois sinus θ', et en partie imaginaire, nous obtenons les produits croisés, c'est-à-dire la partie réelle de l'un fois la partie imaginaire de l'autre, plus la partie imaginaire du premier fois la partie réelle du second. Donc nous voyons que dire que ces deux termes sont égaux, c'est dire que cosinus θ plus θ', qui est la partie réelle du premier, est égal à cosinus θ fois cos θ' moins sinus θ sinus θ', qui est la partie réelle du deuxième. Et c'est dire aussi que les deux parties imaginaires sont égales, à savoir sinus de θ plus θ' est égal à cos θ moins fois sinus θ' plus sinus θ fois cos θ'. Par conséquent, si nous connaissons les formules de trigonométrie, celle qui est en rouge, encadrée en rouge concernant le cosinus, et celle encadrée en vert concernant le sinus, alors nous avons démontré le point 1 du théorème de 1.5. C'est ainsi que cette année, nous allons démontrer ce point numéro 1. Alors, nous n'allons pas démontrer les deux formules de trigonométrie, elles peuvent se faire avec des arguments géométriques de niveau lycée, et vous avez un lien dans le PDF du cours vers une démonstration de ce style. Maintenant, il faut savoir que dans les mathématiques supérieures ou mathématiques plus modernes, les choses ne se font pas du tout comme ça. L'exponentielle, la fonction exponentielle, aussi bien sur des réels que sur des complexes, est définie comme étant égale à une série, la somme d'une série. Nous aborderons ce chapitre un petit peu cette année, mais vous en verrez plus l'an prochain. Et ensuite, à partir de cette définition sous forme de série qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons là, nous pouvons démontrer le point numéro 1.
Et ensuite encore, à partir de cette fonction exponentielle définie sous forme de série, nous pouvons définir la fonction cosinus et la fonction sinus de manière tout à fait analytique et déconnectée de la géométrie. Ensuite, nous pouvons démontrer les formulations et les propriétés géométriques du cosinus et du sinus. Mais dans les maths modernes, les choses se font dans l'autre sens. Nous démontrons d'abord le point numéro 1 et nous en déduisons ensuite les formules de trigonométrie. Pour le second point, certaines parties sont très simples et les autres vont découler du point numéro 1. Donc déjà, exponentielle de EI0, par définition, cela est égal à cosinus 0 plus I sinus 0, qui est bien égal à 1. Ensuite, si nous calculons exponentielle de Iθ fois exponentielle de moins Iθ, grâce au point numéro 1, cela est égal à cosinus de Iθ moins θ, donc exponentielle I0, c'est-à-dire 1. Par conséquent, EIθ ne peut pas être égal à 0, exponentielle moins Iθ non plus, puisque leur produit est égal à 1, et donc, si nous divisons la relation précédente par exponentielle Iθ, nous obtenons bien exponentielle moins Iθ égale 1 sur exponentielle Iθ. Enfin, pour terminer, nous obtenons la chose suivante. Exponentielle Iθ bar est égale à cos θ moins I sinus θ. Et d'après les propriétés de parité et d'imparité de cosinus et de sinus, comme précédemment, ceci est égal à cos moins θ plus I sinus moins θ, donc exponentielle moins Iθ. Donc, lorsque nous écrivons que 1 est égal à EIθ fois exponentielle moins Iθ, nous écrivons aussi que cela est égal à exponentielle Iθ fois son conjugué, et donc par définition, cela est égal au module au carré d'exponentielle Iθ. Le module de exponentielle Iθ est donc égal à 1, c'est pourquoi exponentielle Iθ appartient au cercle trigonométrique, c'est-à-dire à U. Le premier point du théorème précédent a pour corollaire la formule de De Moivre. Si nous prenons θ un réel et n un entier naturel, alors exponentielle I fois nθ est égal à exponentielle Iθ, le tout puissance n. Cette formule est assez simple à démontrer par récurrence, je ne détaille pas la démonstration. À l'oral, nous pouvons dire qu'elle est évidente pour n égale 1 ainsi que n égale 0 d'ailleurs. Pour n égale 2, il ne s'agit ni plus ni moins que du point numéro 1 de la proposition du théorème précédent, puisque exponentielle de I de θ, c'est exponentielle I θ plus θ, donc exponentielle de Iθ le tout au carré, et ainsi de suite. Avec le théorème précédent, la démonstration est simple. Si nous écrivons cette égalité en détaillant les parties réelles et parties imaginaires, nous obtenons que cosinus de nθ plus I sinus nθ est égal à cos θ plus I sinus θ, le tout puissance n. Attention, cela ne dit absolument pas que cosinus nθ est égal à cosinus θ, le tout puissance n. Cela est absolument faux et horrible. Si vous détaillez la puissance qui est ici, nous allons utiliser le binôme de Newton. Cela est égal à la somme pour k allant de 0 à n, de k parmi n, fois cos θ puissance k, fois I sinus θ puissance n moins k. Et si nous développons encore plus tout cela et que nous mettons à part la partie réelle et la partie imaginaire, alors la partie réelle est égale à cos nθ, la partie imaginaire est égale à sinus nθ, mais vous voyez bien que la partie réelle de toute cette somme n'est pas cos θ puissance n. Cos θ puissance n n'est qu'une partie de la somme. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette égalité et son intérêt dans les techniques de calcul, en particulier dans les méthodes de linéarisation. Dernier résultat pour l'instant concernant cette exponentielle de Iθ. Nous avons déjà vu que tout complexe de la forme Eiθ était dans U, et bien nous allons maintenant voir la réciproque. Tout complexe de U s'écrit sous la forme exponentielle Iθ. Plus précisément, si nous prenons l'application de R dans C qui a un réel θ associe exponentielle Iθ, donc cette application-là, alors nous disons que cette application est un paramétrage de U. Donc cela c'est du vocabulaire. Ce que cela signifie, c'est que l'ensemble des images de cette fonction, c'est-à-dire l'ensemble des exponentielles Iθ lorsque θ parcourt R, est égal à U. Ou encore, pour tout z dans U, il existe un θ dans R tel que z est égal à exponentielle Iθ. De plus, attention, dans cette dernière phrase, θ n'est pas unique. Un tel θ n'est pas unique, c'est-à-dire que
z peut s'écrire de plusieurs manières comme exponentielle iθ, pour plusieurs valeurs différentes de θ. En fait, un tel θ est unique à 2 π près, c'est-à-dire que si nous avons deux réels θ et θ' qui ont la même exponentielle complexe, alors cela est équivalent à dire qu'ils sont égaux à 2 π près, c'est-à-dire que l'un est égal à l'autre plus 2kπ, où k est un entier relatif. Cela s'écrit de la manière suivante. θ est égal à θ', on dit modulo 2π. Je vais y arriver. Voilà. Donc le 2π entre crochets se lit modulo 2π. Il signifie, si vous préférez, à 2 π près. θ est égal à θ' à 2 π près. Donc la différence entre θ et θ' est un multiple entier de 2 π. Voilà ce que signifie ce point-là. Nous avons donc deux choses à démontrer. Premièrement, nous devons montrer, comme il est écrit dans la partie de gauche, que cet ensemble, EIθ quand θ parcourt R, est égal à U. Et ensuite, nous devons montrer la partie qui est écrite en haut de la page de droite. Donc, en ce qui concerne la première partie, nous avons déjà une des deux inclusions de cette égalité. Nous savons déjà que l'ensemble de tous les EIθ quand θ parcourt R est inclus dans U. Cela, c'est déjà fait, nous le savons déjà. Donc, il faut montrer l'autre inclusion. Pour montrer une inclusion, nous prenons toujours un élément dans l'ensemble, le petit ensemble, entre guillemets, et nous voulons montrer qu'il est dans l'autre ensemble. Donc ici, je prends un complexe Z dans U, et je veux montrer qu'il appartient à l'ensemble des exponentielles iθ lorsque θ parcourt R. Donc si nous écrivons que Z a une écriture algébrique sous la forme A plus IB avec A et B dans R, dire que Z appartient à U, cela signifie que son module est égal à 1, or son module est égal à A carré plus B carré sur 1. Alors maintenant, je vais démontrer un lemme que vous pourrez utiliser directement dans la suite de l'année, un lemme vraiment très classique. Lorsque nous avons deux réels dont la somme des carrés vaut 1, alors le premier de ces réels est égal au cosinus d'un angle, et le second réel est égal au sinus de ce même angle. Alors voici ce que nous pouvons dire. B carré est un carré de réel, donc il est positif. Donc A carré plus B carré est nécessairement supérieur ou égal à A carré, qui lui-même est forcément positif. Or, A carré plus B carré est égal à 1. Donc, A carré est encadré par 0 et 1, et donc, le réel A est nécessairement compris entre moins 1 et 1. Nous savons que tout réel entre moins 1 et 1 est le cosinus d'un certain angle. Nous allons l'appeler alpha provisoirement. Il existe un angle alpha dans R, tel que A est donc égal à cosinus de alpha. D'où B carré est égal à A carré, à 1 moins A carré, c'est-à-dire 1 moins cos carré alpha. Il est donc égal au sinus carré de alpha. Nous allons passer à la racine carrée de cela. Alors je l'écris volontairement d'une manière qui peut sembler un peu lourde. Je prends réellement la partie réelle de ces deux carrés. Tout ça pour bien insister sur le fait que la racine de B carré, ça n'est pas B, c'est sa valeur absolue. Pareil pour le sinus. Donc B, nous ne pouvons pas dire tout de suite qu'il est égal au sinus de alpha. C'est seulement une égalité avec des valeurs absolues. Si nous voulons enlever les valeurs absolues, nous pouvons dire que B est donc égal à plus ou moins sinus alpha. Alors il y a deux cas à distinguer. Si B est égal à sinus alpha, eh bien il suffit de poser θ égale θ égale alpha, et nous avons bien A égale cos θ et B égale sinus θ. Par contre, si B est égal à moins sinus alpha, nous allons poser θ égale moins alpha. Donc, dans ce cas, petit a est égal à cosinus de alpha, donc c'est cosinus de moins θ, mais comme la fonction cosinus est paire, c'est également cos θ, et B est égal à sinus à moins sinus de alpha, donc par imparité de la fonction sinus, cela c'est sinus de moins alpha, et c'est donc bien sinus de θ. Donc dans tous les cas, nous pouvons affirmer qu'il existe un réel θ dans R, tel que A est égal à cosinus θ, et B est égal à sinus θ. Donc si nous revenons à notre complexe Z, Z est égal à A plus IB, il est donc égal à cosinus θ plus I sinus θ,
c'est bien exponentielle iθ, et nous avons montré la première partie de notre propriété. En effet, la conclusion est la suivante. Z appartient bien à l'ensemble des EIθ quand θ parcourt R. Nous avons donc la seconde inclusion, et donc par principe de double inclusion, finalement, EIθ quand θ parcourt R, c'est bien l'ensemble U. Passons maintenant au second point. Je crois que j'avais mis un point comme ceci. Prenons deux réels θ et θ' dans R. Nous allons raisonner directement par équivalence, dire que exponentielle iθ est égale à exponentielle iθ'. Cela est équivalent à dire que nous avons cos θ plus i sinus θ égale à cos θ' plus i sinus θ'. Or, lorsque deux complexes sont égaux, cela est équivalent à dire que leurs parties réelles et imaginaires sont égales. Nous obtenons donc cosinus θ égale cosinus θ' et sinus θ égale à sinus θ'. Maintenant, nous avons deux équations trigonométriques à résoudre. Alors, un petit rappel. Lorsque deux sinus sont égaux, cela ne signifie pas que les angles sont égaux. Il y a deux possibilités. Soit, en effet, les angles sont égaux, mais alors cela se fait à 2π près. Ou alors, cela signifie que π moins l'un des deux angles est égal à l'autre. Si vous voulez bien retrouver cela, pour le retrouver sans erreur, je vous conseille de tracer un cercle trigonométrique. Donc, prenons quelque chose qui a une tête de cercle, voilà. Je vais tracer rapidement les deux axes. Nous allons mettre un premier à peu près là, et l'autre par ici. Donc, si maintenant je prends un angle θ, ici, le sinus de θ, c'est l'ordonnée de ce point. Sinus de θ est ici. Il y a deux types d'angles qui vont avoir le même sinus. Vous allez avoir, eh bien, θ modulo 2π, c'est-à-dire le même angle qu'ici, modulo un certain nombre de tours. Par exemple, si je prends cet angle-là qui est égal à θ plus 2π, eh bien, son sinus va être le même. Mais il y a aussi les angles qui vont se trouver ici. Puisque là, le point en bleu ciel qui est là a la même ordonnée que le point en vert qui est ici. Or, je vais essayer de ne pas trop surcharger le graphe, je vais enlever cela. Si je considère cet angle bleu ciel ici, à quoi est-il égal? Eh bien, nous voyons qu'il est égal à π moins θ. Puisque par symétrie ici, nous retrouvons notre angle θ ici, et bien entendu, π est égal à l'angle qui va du demi-axe des abscisses à l'autre demi-axe des abscisses. Alors π moins θ, là encore, modulo de π. Il faut savoir aussi retrouver les solutions de l'équation analogue avec des cosinus. Donc, si je refais un schéma pour ce qui concerne les cosinus, je vais mettre ce schéma ici, nous avons le même genre de résultat. Donc, si je reprends un angle θ avec ici en abscisse son cosinus, là aussi, tous les angles qui sont égaux à θ modulo de π vont avoir le même cosinus, mais il y a, alors je vais le mettre cette fois-ci en rose, une deuxième famille d'angles qui a le même cosinus, ce sont tous les angles qui se trouvent là, puisque cette fois-ci, le point rose qui est là a la même abscisse que le point vert. Donc, les deux angles correspondants vont avoir le même cosinus. Cet angle ici, c'est moins θ. C'est pourquoi dire que cosinus θ est égal à cosinus θ', eh bien cela est équivalent à dire que θ est égal à θ' modulo de π, ou θ est égal à moins θ' modulo de π. Donc, si je numérote les équations ici, nous avons l'équation petit a, l'équation petit b. L'équation petit a me mène à deux possibilités. Possibilité 1, possibilité 2. Et l'équation petit b me mène à deux autres possibilités, la troisième et la quatrième. Dire que nous avons a et b, c'est donc dire que nous avons soit la possibilité 1 et la possibilité 4, ou la possibilité 1 et la 3, ou
ce sont bien des ou, hein, puisqu'à chaque fois, d'ailleurs, ma notation, en effet, est un peu critiquable. Les accolades, par défaut, signifient « et ». Donc je n'aurais pas dû mettre des accolades ici. Ce sont des « ou ». Je vais les mettre en rouge. Et donc, je continue. Ou alors la possibilité 2 et la possibilité 3. Ou alors la possibilité numéro 2 et la 4. Alors ici, en regardant toutes les combinaisons, nous voyons que certaines sont impossibles, d'autres sont redondantes. Ici c'est un pi. Et je vous laisse faire le détail, vous allez arriver à de toute façon une seule possibilité, θ est égal à θ' modulo 2pi. Et ceci achève donc la démonstration de ce dernier théorème, ainsi que notre vidéo sur cette partie.